Alors, pour cette table ronde qui s'intitule Agir sur les ressources pour promouvoir l'égalité, point d'interrogation, j'ai le grand plaisir d'accueillir Florence Faron et Mathilde Lévesque, que je vais présenter successivement et qui vont prendre la parole successivement avant qu'on s'engage une discussion avec la salle. Alors, Florence Faron a une formation généraliste à l'IEP de Paris, un master de droit, et a fait une première carrière dans la banque. Les gens bien reviennent de ça, avant de changer le cap pour devenir éditrice de livres scolaires. Et en 2005, forte de ses convictions féministes, elle est lasse des histoires de princesses roses à paillettes et de super-héros qui ne pleurent jamais. Elle décide de créer la maison d'édition pour la jeunesse Talent Haut et de publier, je cite, des livres qui bousculent les idées reçues. Elle défend la liberté de choix éditoriaux engagés autant que de choix éditoriaux engagés, autant que l'indépendance de la maison, et est convaincue que les livres peuvent changer le monde. Elle est membre du bureau de la commission jeunesse du syndicat national de l'édition et siège à la commission de surveillance des publications destinées à la jeunesse. Elle est fréquemment sollicitée pour des conférences sur l'édition jeunesse, les discriminations et l'égalité femmes-hommes, et elle est ici au lieu d'être au salon du livre de Montreuil. Donc vraiment, nous pouvons la remercier, et je vais peut-être immédiatement vous laisser la parole et présenterai Mathilde juste après. D'accord, merci. Merci à toutes et à tous de votre accueil et de votre attention. Je vais vous présenter... il faut bien parler. Je vais essayer de me rapprocher, c'est mieux. Je vais vous présenter en 10 minutes, je crois, le travail de 15 ans, voire avant, puisque ça ne s'improvise pas, de la maison d'édition Talent Haut, et vous montrer comment j'essaie de concilier au jour le jour une éthique féministe et une pratique éditoriale. Le nom de Talent Haut était déjà en soi un programme, puisque l'idée c'était de fédérer au sein d'un catalogue d'abord des talents d'auteurs, d'autrices, d'illustrateurs, d'illustratrices, de façon à faire des livres de qualité, tout comme un éditeur entre guillemets sexiste, et donc de se battre avec les mêmes armes, ou pour parler de façon plus populaire, partant du principe qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Des talents donc, mais pas des talons hauts, puisque bien évidemment il n'était pas question de séduire ni les enfants, ni les parents, ni les enseignants, ni les prescripteurs de tout poil par seulement de jolies images sexistes avec des princesses à paillettes roses. Alors, quand je disais que c'était au quotidien, ne cherchez pas à lire, je pense que vous n'y arriverez pas. Je disais que notre préoccupation était véritablement au quotidien. Ce n'est pas seulement dans les livres que nous essayons d'appliquer cette éthique, c'est aussi au sein de notre travail éditorial chez Talent Haut. Je ne vais pas vous lire l'intégralité de notre charte éthique. Vous pourrez la retrouver sur notre site internet dans la rubrique à propos, tout en bas, un peu caché parce que on est, je ne sais pas, modeste, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas discrète sur cette question. Je vais juste vous lire l'introduction. Depuis 2005, les éditions Talent Haut, maison d'édition de livres pour la jeunesse indépendante, s'attachent à publier des livres sans stéréotypes et à porter une attention particulière à toutes les discriminations, notamment sexistes. Talent Haut a fait de ses exigences éthiques sa ligne éditoriale et une pratique au quotidien que nous réaffirmons fortement, en 10 points comme vous le voyez. Le dernier point, numéro 10, étant: nous maintiendrons, au risque d'un moindre succès commercial, notre ligne éditoriale pour toucher, sensibiliser, voire convaincre un plus large public, afin que la littérature pour la jeunesse dans son ensemble soit exempte de stéréotypes. Ce que je veux dire par là, c'est que, on va le voir dans les livres, mais notre façon d'être au quotidien, ça implique un travail de toutes et tous au sein de l'équipe et une implication qui va largement au-delà de la simple motivation professionnelle. J'ai donc passé au crible de ce format égalitaire, non seulement le personnel de la maison, les salaires que je leur verse, c'était assez facile, on a quand même surtout des femmes, on a un homme, mais aussi les rémunérations des auteurs et des autrices, leur représentation au sein du catalogue, afin de vérifier qu'au moins je mettais en pratique mes convictions, parce que finalement, comme vous tous et toutes, je suis moi aussi empreinte de stéréotypes, et il n'était pas exclu que j'ai confié plus de textes à des auteurs qu'à des autrices, ou que je leur ai versé des plus gros avaloirs.
J'étais un petit peu inquiète avant de le faire, je suis rassurée maintenant, mais voilà, c'est un exercice que toutes les maisons d'édition en fait devraient faire. C'est plus facile quand on a 350 titres au catalogue comme Talent Haut que quand on en a des milliers, mais c'est pas une raison. J'ai donc, je vous rappelle rapidement ce que vous savez déjà et ce qui a déjà été rappelé ce matin sur le fait que 70% des livres du corpus de l'éducation, des listes de littérature préconisées par l'éducation nationale ne mettent pas parmi les personnages principaux des filles, au motif qu'un garçon ne peut pas s'identifier à une fille alors que l'inverse est vrai. Et que les personnages masculins sont donc surreprésentés à l'intérieur, en couverture et dans les personnages secondaires. Je passe très vite parce que non seulement c'est pas ma spécialité, mais vous connaissez tout ça. Voilà ce que ça donne dans le catalogue de Talent Haut. Là aussi j'ai été rapidement rassurée. Le bleu ce sont les filles, le rose ce sont les garçons. Fille devant, sur la couverture, c'est en vert. Garçon devant, c'est en mauve. Je ne sais pas si vous pouvez lire, c'est pour ça que je vous lis la légende. Tout ça pour montrer qu'on est complètement à rebours. Là aussi, c'est ex post. Hein. J'ai commencé par publier 300 livres avant d'analyser mon propre corpus de livres. C'est pour ça que j'étais, comme je vous le disais, malgré tout un petit peu inquiète. Les rôles sociaux, comme vous le savez aussi, 69% des personnages adultes féminins, donc toujours dans le corpus qu'a étudié Sylvie Cromer, appartiennent à une famille, 38% contre 38% des hommes, et 64% des personnages adultes masculins sont montrés dans la vie professionnelle contre 28% des femmes, ce qui est en gros l'exact inverse de la population française d'aujourd'hui. Sur le plan qualitatif, les représentations des rôles sociaux et notamment domestiques restent toujours très stéréotypées. À gauche, vous avez une image tirée d'un album daté de 2018. À droite, un album de chez Talent Haut, Gros Chagrin de Rémi Courgeon. Vous voyez, l'image par elle-même. Ce n'est qu'un exemple. Les collections, j'ai même plus besoin de parler en fait. À gauche, Fleurus. Alors Fleurus, on en a beaucoup parlé, c'est un positionnement idéologique revendiqué, donc après tout, la liberté d'expression existe. Gallimard, c'est un peu plus surprenant, mais c'est revendiqué aussi, mais plus par maladresse en fait. Une collection chez Talent Haut qui s'intitule Livres et égaux. Donc, le titre de la collection est assez emblématique, avec quelques-unes des couvertures de ces livres. C'est à destination du primaire, hein, niveau lecteur débutant, lecteur intermédiaire jusqu'à bon lecteur, en gros du CE au CM, sur des thématiques qui abordent la question de l'égalité, des discriminations sexistes, racistes. Souvent de l'humour, pas toujours. Les contes, alors là, y compris dans les contes très modernes, hein, les albums très modernes comme ces deux-là, avec des illustrateurs très connus, mondialement connus pour ce qui est de Benjamin Lacombe. Vous voyez que les représentations sont complètement stéréotypées et ne remettent rien en cause, ni le fond ni la forme. Chez Talent Haut, nous avons des contes revisités. Je précise que La Princesse et le Dragon, qui est sur cette image, est un album canadien dont j'ai acheté les droits en 2005. Qui est une histoire qui fonctionne très très bien, même si elle est assez binaire, enfin elle est peu sophistiquée, mais elle est efficace. Et cet album, qui avait déjà 25 ans quand j'en ai acheté les droits, n'avait jamais été traduit en français, sauf un petit peu en presse chez Bayard, mais n'avait pas été traduit par un éditeur. Ça en dit long sur l'état de l'édition française en 2005. Les contes d'un autre genre de Gaillémon, je crois qu'ils sont sur la table là-bas, si vous voulez les regarder. Donc, à partir du point de départ du conte traditionnel, Gaillémon a réécrit des contes totalement renouvelés, mais avec un style tout à fait adapté au conte. C'est assez surprenant, le mélange des genres. Les codes. Alors les codes pour garçons, avec du noir, du bleu, du rouge, bien sûr un fond sombre, des armes et des masques, beaucoup de masques. Et chez les filles, alors du rose, beaucoup de rose, des paillettes, des chevaux, j'aurais pu mettre aussi des dauphins, voilà, et des poneys, mais surtout mauves. Alors chez Talent Haut, on aime bien manier l'humour parce que ça permet de faire passer beaucoup de choses. On a parlé des catalogues de jouets, donc Dinette dans le tractopelle, c'est l'histoire d'un catalogue de jouets qui est déchiré par
par inadvertance est recollé malencontreusement dans le désordre, et les pages roses se trouvent en face des pages bleues, ce qui fait que les héros vont être obligés de jouer avec les héroïnes. De même que J'aime pas être belle, bien évidemment, on joue sur le code de l'apparence, de la coquetterie, et là, je ne me suis pas privée de mettre du rose sur la couverture pour une fois. Mais on peut aussi s'affranchir des codes. Ça, c'est la présentation de la série d'Elisabeth Bramy, illustrée par Estelle Billon-Spagnol, Déclaration des droits des filles, Déclaration des droits des garçons, des mamans et des papas. 4 albums je trouve vraiment très réussis, très percutants, avec énormément de choses énormément de bases de débat et de discussions avec les enfants. On aborde des questions graves, des questions légères. L'illustration est foisonnante, souvent très amusante, met en scène des familles qui représentent qui sont un véritable portrait de la société d'aujourd'hui, avec des pères chauves, des mères pas toujours super bimbo, des pères au chômage, handicapés, une représentation ethnique, une représentation de famille monoparentale, homoparentale. Il y a véritablement un panel complet dans ces livres-là. Et j'insiste sur cette question parce que le sujet est bien évidemment la question des droits, mais la représentation du monde qui est véhiculée en plus par ces albums a été vraiment très réfléchie, sans pour autant sacrifier le plaisir de la lecture. Et je crois qu'ils sont sur la table de notre libraire. Alors la question du sexisme dans la langue mériterait un long développement. Nous avons publié 2 Zizi des mots. Zizi des mots 1 et Zizi des mots 2. Ce sont des imagiers où à partir d'une paire d'images, on démontre que le même mot au masculin représente une personne et au féminin un objet. Et bien évidemment, l'accumulation fait démonstration. Voilà, un tour de piste très très rapide du catalogue de Talents Hauts. Si j'ai encore un tout petit peu de temps, je vous dis un mot de toutes les activités périphériques, parce que nous sommes une maison d'édition, donc je l'ai dit, 350 titres au catalogue, 25 par an, donc c'est beaucoup de travail pour les tout petits jusqu'aux adolescents. Mais on ne s'arrête pas là, et on essaie de proposer aux prescripteurs dans leur ensemble, libraires, bibliothécaires, mais aussi municipalités et enseignants, enseignantes quand ils le peuvent, des ateliers autour des livres que nous publions, animés par nos auteurs, qui sont donc problématisés, et chacun des auteurs, selon le niveau de classe dans lequel ils se sentent capables d'intervenir, vont proposer des activités autour de leurs livres. Nous avons également des mallettes thématiques qui sont en fait plus des aides bibliographiques pour piocher dans notre catalogue. Là, je vous ai mis l'exemple de la mallette Dictat de l'apparence. Vous avez des livres qui traitent de l'apparence corporelle, vestimentaire pour les filles comme pour les garçons. Une exposition, je vais vous faire concurrence, mais c'est pas tout à fait la même chose parce qu'en fait elle s'adresse véritablement aux enfants du CP-OCM, même de la maternelle OCM, pardon, qui s'appelle Lire pour l'égalité. J'en ai fait un petit document de présentation que vous pourrez prendre si ça vous intéresse. Lire pour l'égalité en 12 panneaux, exactement à peu près de ce style-là. Présente à partir de livres du catalogue de Talents Hauts des problématiques liées à l'égalité filles-garçons. Par exemple, revendiquer ses droits, exprimer ses émotions, s'affranchir du diktat de l'apparence et permettre avec les enfants de faire une lecture de l'image et du texte en le mettant véritablement au cœur de la réflexion. C'est une exposition qui a été élaborée par une enseignante de primaire avec nous. Des ressources pédagogiques que vous trouvez en ligne sur notre site internet pour la plupart de nos albums et romans juniors, donc pour le primaire et la maternelle. Ce n'est pas systématique. En fait, je ne les publie que lorsque on m'en propose. Donc elles font que c'est le compte rendu d'un véritable travail en classe, qu'elles ont été expérimentées, et j'ajoute que quand elles sont bien faites. Le concours d'Irego, alors qui concerne surtout les enseignants et enseignantes de la région Île-de-France, puisqu'il s'adresse à tous les CP-CE1 de l'enseignement public d'Île-de-France, et qui consiste à demander aux classes de produire un écrit, c'est-à-dire d'écrire le manuscrit d'un texte qui pourrait être publié chez Talents Hauts. Le gagnant étant chaque année publié sous forme d'album, illustré et publié sous forme d'album et mis au catalogue. Nous fêtons le 10e anniversaire de ce concours qui remporte un grand succès. Cette année, pour vous donner une idée, donc j'ai 200 classes qui peuvent faire acte de candidature. On avait 350 classes candidates.
Donc on en a refusé 150, en leur disant qu'elles s'inscrivent l'année prochaine, puisque c'est tous les ans. Et avec une production finale assez intéressante. Je passe très vite, hein, parce que je veux pas... Et je termine sur cette belle affiche tirée de la Déclaration des droits des filles et des garçons, dont on a pris quelques exemples à la manière de la Déclaration des droits du lecteur de Pénac, pour rappeler que les filles comme les garçons peuvent être bonnes en maths et aimer faire du sport. Merci. Merci. Et sans transition, mais la transition va se faire seule, voilà, ou physiquement, si vous le voulez. Ah oui, pour avoir accès à... Donc Mathilde Lévesque est maîtresse de conférences en littérature à l'Université Paris 13 et fait partie de l'équipe d'accueil Pléiade. Elle mène notamment des travaux de recherche sur la traduction des livres pour enfants au 19e et au 20e siècle, sur la littérature pour la jeunesse des années 1920 et 1930 et sur la littérature coloniale pour la jeunesse. Elle préside l'Association française de recherche sur les livres. Je mets en direct le site. Voilà, exactement. Donc de l'AFRELOS, l'Association française de recherche sur les livres et les objets culturels de l'enfance. Et elle fait partie donc, du comité de rédaction de la revue en ligne Stremae, qui est ici. Et elle administre le carnet de recherche de l'AFRELOS, qui est là, super, auquel vous pouvez vous abonner et consulter. Il est conseillé. Et il y a une page Facebook. Et il est très utile pour nos recherches en littérature jeunesse. Alors, elle va nous présenter les premiers résultats du projet G-Book, Gender Identity, Child Readers and Library Collections, pardonnez mon accent, tout de suite, et nous montrer les objectifs et peut-être les premiers résultats de ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jeanne, et merci à toi et à tous les collègues pour l'organisation de cette journée et pour votre invitation. Alors, je vous propose... Je vais essayer en 10 minutes, il faudra vraiment me faire signe. Je vous propose de prendre une autre dimension sur les questions qui nous occupent depuis ce matin, à savoir une dimension plus européenne à travers ce projet, qui est donc un projet qui s'intéresse à la littérature pour enfants et à promouvoir une littérature pour enfants, on va dire positive du point de vue des rôles et des modèles de genre, et qui est financé par le programme Creative Europe, de l'Union européenne. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on a créé ce projet et peut-être quelques résultats comme l'a dit Jeanne. Alors, c'est un projet qui est en train de se terminer, mais en fait qui ne fait que commencer parce que c'est un projet qui est financé sur 18 mois, mais 18 mois en recherche, c'est très très court. Et donc, nous commençons à peine à avoir des choses intéressantes, à être un petit peu connus. Et donc, là, on est sur la fin, mais en fait, on est en plein dedans et on ne va pas s'arrêter là. Et qui a été, dont l'initiative revient à l'Université de Bologne, qui a organisé, comme l'a dit Christiane Conan-Pintado à l'instant, un colloque très important à Bertino l'an dernier. Nous étions plusieurs à être présentes. Et donc, il y a à Bologne, et en particulier sur le campus de l'université de Forlì, un centre qui, d'abord, est plutôt qui s'intéresse aux questions de traduction, mais aussi très, très marqué par les questions de genre et dans la littérature pour la jeunesse. Alors, ce projet a été sélectionné parmi 430 autres projets et réunit donc 6 partenaires européens. Bon, je vous laisse détailler, mais nous avons donc l'Italie, l'Espagne avec Vigo, l'Irlande avec Dublin, la Bulgarie avec Veliko Tarnovo, que vous ne connaissez peut-être pas, comme moi c'était le cas, je ne connaissais pas, mais qui est une très grande ville de Bulgarie, à 200 km de Sofia, la bibliothèque de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, et pour la France, l'Université Paris 13, qui a la particularité d'avoir un fonds de livres pour enfants dans sa bibliothèque universitaire, qui s'appelle le fonds Livre au Trésor, qui existait auparavant, peut-être que vous le connaissiez, à Bobigny, et qui a dû cesser ses activités suite à la fin d'un financement du conseil départemental. Et donc l'Université Paris 13, qui se situe en Seine-Saint-Denis, comme son nom ne l'indique pas, a récupéré ce fonds. Donc tout ça, ça fait beaucoup de monde et beaucoup de voyages. C'est la partie vraiment la plus agréable du projet. Voilà, donc qui implique des universitaires, des bibliothécaires essentiellement. Ça aussi, c'est une originalité dans le monde universitaire de travailler entre enseignants-chercheurs
et bibliothécaire. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau, qui n'est pas toujours évident parce que nous n'avons pas forcément les mêmes habitudes de travail, mais dont on apprend beaucoup. Alors les objectifs sont les suivants, donc de créer un site européen multilingue sur les livres pour enfants. Alors la cible, c'est les enfants de 3 à 10 ans, et de mettre en place sur ce site une bibliographie qui a pour vocation d'être la première bibliographie européenne, de mettre en place une collection multilingue itinérante, c'est-à-dire une collection d'une 50aine de livres que nous avons sélectionnés et qui circulent entre les pays. Cette collection itinérante est actuellement à Paris 13, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et au mois de décembre, elle arrivera à Sarajevo où elle a pour vocation de rester, à la bibliothèque municipale de Sarajevo. Et puis donc dans chacune de des bibliothèques partenaires, puisque donc à chaque fois il y a une bibliothèque partenaire, une section spécifique gender ou genre est créée, puisque nous avons un financement pour acquérir aussi des livres, donc à peu près 200 livres dans chaque bibliothèque, de livres pour enfants consacrés à cette question. Autour de ça, évidemment, nous avons aussi prévu des activités et des événements qui visent les enfants, mais aussi les parents, les enseignants, les enseignantes, les bibliothécaires, les étudiants et les étudiantes. Et le dernier volet, c'est la collaboration avec des maisons d'édition. On avait déjà eu l'occasion de se croiser à la foire du livre de Bologne avec Laurence, mais je dirais que ce n'est pas la partie la plus facile. Alors, cette dimension, je vous dis, en France, il y a déjà beaucoup de sélections sur cette question. On en a parlé depuis aussi cette journée. En revanche, des études littéraires, comme l'a dit Christiane Conan-Pintado, il y en a peut-être un petit peu moins. Alors bon, le livre de Nelly Chabolgagne, les études en sociologie, en sciences de l'éducation, mais vraiment du point de vue littéraire, comme l'a dit Christiane, il y a encore beaucoup de manques et beaucoup de choses à faire. Donc voilà, c'est les livres que Christiane et Juliette et Guy ont publiés. Parce que voilà, alors on a vu, je vous montre juste un petit exemple de la production possible. On a vu, donc ça, voilà. Des collections, on a vu Fleurus tout à l'heure, je l'avais aussi, évidemment, mais pour vous montrer qu'en fait, on va trouver le même type de production en Italie, par exemple, avec des stéréotypes qui existent aussi dans tous les pays européens, avec aussi des disparités entre pays européens, et ça, c'est une des particularités, puisque il y a des pays où les modèles... alors si en Italie, il y a quand même une tradition... féministe très très importante, les collègues italiennes sont très très militantes, même si c'est pas forcément très facile en Italie, en particulier en ce moment. Mais pour d'autres pays comme la Bulgarie par exemple ou la Bosnie, les représentations, les modèles de genre sont encore plus traditionnels et conservateurs. Il y a encore beaucoup de choses à faire, donc il y a des grosses disparités sur la recherche et sur la diffusion des livres. Alors, nous avons mis en place une bibliographie avec les critères suivants, qui étaient vraiment difficiles. Alors, il faut vous imaginer, on est 6 pays. Dans chaque pays, il y a à peu près 5 personnes qui travaillent dessus, ça fait une trentaine de personnes. Évidemment, on est tous obligés de parler en anglais, avec des différences de niveau linguistique, dont moi-même, je le reconnais, c'est pas forcément la langue dans laquelle je suis le plus à l'aise, mais j'ai dû m'y mettre. Et donc, pour être... d'accord, se comprendre, et puis se comprendre sur les critères aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Donc ça, c'est aussi très intéressant du coup, de parler de qu'est-ce qu'on entend par livre positif du point de vue du genre quand on est en Italie, quand on est en France, en Espagne ou en Bulgarie. Alors, donc, on a essayé de définir des critères. Alors déjà, sur les classes d'âge, donc on a défini 2 tranches pour les 3-5 ans et les 6-10 ans. On a aussi décidé qu'en gros, on retenait des livres qui étaient publiés depuis une vingtaine d'années, 1997, avec des exceptions lorsqu'on considérait qu'il y a des livres qui sont vraiment incontournables, comme Pippi Langstrumpf, Fifi Brin d'Acier, ou même Les 4 filles du Docteur March. On se disait qu'il fallait qu'on le mette dans notre bibliographie, avec le critère vraiment très important de la disponibilité, parce qu'il ne s'agissait pas de sélectionner des livres auxquels ensuite les parents, les enseignants, les enseignantes ou les bibliothécaires n'auraient pas accès. Donc il fallait que ce soit disponible. Et ça, c'est un très gros problème parce que la disponibilité d'un livre pour enfants peut être parfois très très courte. Donc le temps qu'on le repère, ensuite les bibliothécaires me disaient « Ah ben non, tu l'as sélectionné, mais c'est pas la peine parce qu'en fait, on ne le retrouve plus. » Bon. Alors voilà, les genres aussi, savoir quel type de livres. Donc on a essentiellement des albums, des romans, un petit peu de théâtre, parce qu'il y a un petit peu de théâtre et en général ce sont des pièces très très intéressantes, très peu de poésie et puis quelques documentaires. Le critère numéro 5 étant l'un des plus
discuté et discutable, puisque les critères esthétiques et littéraires. Bon. Alors évidemment, chacun va définir son livre, bon. Mais il s'agissait aussi exactement, comme l'a dit aussi Laurence, cette espèce de, je dirais, éthique et esthétique, c'est-à-dire se dire qu'il ne s'agit pas de sélectionner des livres qui auraient un message positif, mais au détriment d'une qualité esthétique, d'une qualité littéraire. Mais évidemment, tout ça, c'est contestable. Enfin, en tout cas, c'est discutable, mais c'est passionnant toujours de discuter. Alors, du coup, ça nous fait une sélection. Là, je vous montre quelques-uns, mais je pense que vu que le temps est compté, le plus simple, c'est que je vous montre. Voilà. Alors, il s'agit en fait. Donc, une fois qu'on a fait la sélection, on a fait une bibliographie et on s'est arrêté à 80 titres par pays. Ce qui est très frustrant pour des pays qui ont beaucoup de titres. Et on va nous dire « Ah, mais vous n'avez pas mis ci, ah, vous n'avez pas mis ça. » Oui, mais si vous voulez avancer, si vous voulez créer le site, à un moment, il faut s'arrêter. En sachant que chaque livre bénéficie donc d'une notice critique avec un résumé, évidemment toutes les données bibliographiques, un résumé, un commentaire critique dans la langue, puis traduit en anglais, puis retraduit dans toutes les langues. Voilà, vous imaginez un peu ce que ça peut donner. Donc, je vais vous montrer le site. Tu me dis pour le temps. Oui. Voilà. Donc l'adresse, je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est g-book.eu. Donc là, vous tombez sur la page en français, mais vous avez, donc, je ne sais pas si tout le monde va bien, les 6 langues. Hein, voilà. Alors, donc la bibliographie, il y a 2 entrées possibles. Vous pouvez avoir la bibliographie si vous êtes un enfant. On s'est dit qu'il pourrait y avoir des enfants qui auraient envie de la consulter. Ça va être un petit peu long. Ça rame. Bon, je ne sais pas si on va réussir. Bon, alors je vais essayer autre chose. Alors, bon, évidemment, on présente le projet, ça je ne vais pas détailler, ça sert à rien. Mais il y a aussi un certain nombre de ressources. Un glossaire, parce qu'on s'est dit que je ne les ferai pas. Bah voilà. Je vais essayer de fermer les autres. Voilà, c'est celles qui prennent de la place. Et actualiser. Gbook est introuvable. Mais je vous assure que ça marche normalement. Bon, bref. Alors, donc... c'est pas de ta faute. Donc, des livres qu'on a triés aussi par mots-clés. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez chercher les livres par mots-clés, par genre. Donc, il a fallu à chaque fois les définir et les traduire. Et vous imaginez, il faut traduire aussi les mots-clés. Il faut les définir dans sa langue, les traduire en anglais, trouver quand même un équivalent et ensuite les retraduire dans toutes les langues, ce qui n'est pas sans poser des difficultés. Donc je vais peut-être parler justement de ces difficultés que nous avons rencontrées. Alors sur le site, vous trouverez un glossaire parce qu'on s'est dit que parfois voilà, ça va marcher. Donc un glossaire parce qu'on entend des tas de mots parfois, même la définition de genre ou de cisgenre, voilà, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, bon. Donc des choses qui peuvent être intéressantes pour les adultes, des parcours thématiques où en fait par exemple, donc vous ne les verrez pas mais il faut me croire, donc par exemple si on prend le corps, on a préparé un texte. Là encore, on se les a partagés. Donc, je crois que le corps, c'est les Italiennes qui l'ont fait. Et à chaque fois, on donne les livres et il y a un lien vers le livre. Donc, voilà, vous avez des parcours comme ça, thématiques, qui sont définis. Et puis, des jeux. Alors, c'est dommage qu'on ne les voit pas. Mais des jeux qui sont donc téléchargeables. Tout ça, évidemment, c'est gratuit. Hein. Des jeux qui sont téléchargeables. Donc, un jeu de loi avec des cartes qu'on peut utiliser en classe ou en bibliothèque. Et puis des poupées à découper, vous avez les paper dolls, où on peut en fait dessiner. Mais on va les voir après, c'est pas grave, on a perdu du temps. Alors, les difficultés d'un tel projet, le premier est celui du temps, puisque c'est 18 mois, c'est-à-dire un calendrier très contraint et très très court. Donc ça, c'est une première difficulté énorme. La deuxième, je vous l'ai dit aussi, c'est travailler sur 6 pays. On va remettre le PowerPoint, ce sera mieux en fait. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Bon, voilà. On met quelques images comme ça, c'est chouette. Bon. Voilà. Alors, donc être d'accord sur les critères. Donc, on a commencé à travailler vraiment ensemble. Donc, il y a eu la phase de conception du projet. Donc, ça se passait en l'automne 2016. Puis, on attend les réponses, etc. On obtient un financement parce que tout ça, en fait, c'est des sous. Hein. En gros, c'est à peu près. De mémoire, c'est entre 180 et 200 000 euros financés par l'Union européenne.
Et puis en janvier 2018, dans une de nos rendez-vous à Dublin, on s'est aperçu qu'on n'était pas encore d'accord sur les critères. Donc là, on s'est un petit peu arraché les cheveux, on s'est dit on va jamais y arriver. Mais en fait, si, on a réussi, comme vous voyez. Alors, parce qu'il y a des livres sur lesquels les Italiennes, par exemple, elles voulaient absolument pas. Elles disaient, mais non, mais ça, en fait, à la fin, regarde, finalement, la fille veut s'émanciper, mais à la fin, elle revient chez elle préparer du thé pour ses copines, donc on ne peut pas le mettre, etc. Voilà. Bref, alors, les difficultés thématiques aussi. Dans les 6 pays, je vous l'ai dit, il y a des thématiques dont on peut parler. La question de l'égalité homme-femme, ça va. Partage des tâches, ça va. Travail des femmes, ça va. En revanche, parler dans une bibliothèque ou dans une école d'homosexualité, d'homoparentalité, et pas qu'en Bulgarie d'ailleurs, là ça devient un petit peu plus compliqué. Cet été, lorsque la collection itinérante était à Veliko Tarnovo, les collègues bulgares ont eu affaire à de très très violentes attaques sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'était assez compliqué. D'où la question de l'affichage du projet. C'est-à-dire que quand on porte un projet comme celui-là, est-ce qu'il faut tout de suite dire, voilà, on va vous parler du genre, est-ce qu'il faut être tout explicité intégralement, puisqu'on risque d'avoir un effet contraire à ce que le projet vise, puisque des livres qui abordent le sexisme, les questions du sexisme, ou même des thèmes plus compliqués comme l'homosexualité, ou même pas ça, simplement la question du corps, par exemple. Voilà. Après, je vais vous montrer qu'on a commencé à faire un travail avec les écoles, d'une école maternelle donc proche de l'université Paris 13, c'est-à-dire en Seine-Saint-Denis, à Épinay-sur-Seine. Dire qu'on allait parler, qu'il y aurait le mot zizi dans un livre, c'était compliqué pour les enseignants de se dire non, on ne va pas pouvoir lire le livre parce qu'il y a zizi, et donc les enfants vont dire on a lu un livre sur le zizi, etc. Donc les parents vont venir. Bon. Voilà. Donc un certain nombre de difficultés qui ne sont pas que dans les familles et que dans les enfants. Alors, je vais vous montrer juste un exemple. Là, la collection itinérante est à Paris 13, donc nous avons organisé une petite exposition à l'intérieur de la bibliothèque universitaire. Et là, tout de suite, les collègues bibliothécaires m'ont dit « alors ça va poser problème ». Bon, qu'est-ce qui va poser problème ? Moi je travaille au rayon art et on a un livre sur le cinéma de David Lynch qui en couverture représente, vous savez, le film Mulholland Drive, je ne sais pas si vous le connaissez, où il y a 2 femmes qui s'embrassent. Et le collègue me dit, donc je le mets sur le présentoir, systématiquement il est retourné. Tout le temps. Je ne sais pas qui c'est, ça veut dire... Et alors il remet. Donc il dit, tu vois, si on met des livres avec le zizi des mots, par exemple, est-ce qu'on risque pas d'avoir des actes de vandalisme, en fait, à l'intérieur de l'université? Ce à quoi je n'aurais absolument pas pensé, peut-être que je suis très très naïve, mais voilà, on fait face à des questions comme ça, donc c'est pas la peine d'aller, encore une fois, au fin fond de l'Europe. Les actions que nous menons, donc, on parle décidément beaucoup de Gaël Humour aujourd'hui. Donc nous l'avons reçu à Paris 13, avec les étudiants ont pu le rencontrer. Il est venu nous parler notamment des contes d'un autre genre, où il disait que c'était assez intéressant parce qu'il les a aussi conçus non pas comme des réécritures, mais aussi comme des histoires qui peuvent se lire telles quelles, sans avoir, qui fonctionnent aussi indépendamment des contes d'origine. Puis nous menons, alors c'est en ce moment aussi beaucoup, on a commencé au mois de juin, des actions avec les enfants. En partenariat avec... voilà, on invite des enfants à la BU. Alors ça aussi, dans les pratiques universitaires, faire rentrer des enfants sur un campus, vous n'imaginez même pas, il faut prévenir la sécurité, on nous dit mais non, la salle n'est pas conforme, enfin bref, c'est très très compliqué, mais on y arrive aussi avec un petit peu d'opiniâtreté. Donc on fait lire et on a fait un partenariat avec on a un Game Lab à l'intérieur de l'université, dans un laboratoire Experis, donc des collègues qui travaillent en sciences du jeu. Et nous avons conçu, donc c'est très simple, mais des puzzles qui permettent aux enfants de retrouver après la lecture des couvertures ou des pages marquantes. Donc ici, il s'agit d'un livre qui s'appelle La famille dans tous ses états, qui est traduction d'un documentaire allemand sur la famille. Et donc on s'est dit que c'était amusant de mettre en pièces détachées une famille recomposée. C'est un très très bon album, je vous le conseille si vous ne le connaissez pas. Voilà, et nous avons donc des enfants. Voilà, j'aime bien cette photo parce qu'évidemment, on a affaire à un petit garçon qui est arrivé, qu'on pourrait qualifier de très stéréotypé avec son t-shirt Neymar Junior. Et je peux vous dire qu'il a adoré Princesse Fine-Mouche et qu'il a fait son puzzle Princesse Fine-Mouche. Voilà, et en ce moment, on a des partenariats avec une école maternelle à Épinay-sur-Seine. Donc on reçoit en ce moment des classes de moyenne et grande section.
à l'université. Donc ce sont les étudiants qui s'en occupent, qui conçoivent des ateliers, qui font les lectures, qui reçoivent les enfants. Donc là, ils ont fait des ateliers après les lectures de coloriage. Donc là, vous voyez que les enfants, ils sont toutes les couleurs. Ça, c'était les grandes sections. Ils ont colorié et celui-là, j'adorais. C'est un petit garçon qui avait vraiment beaucoup de difficultés à parler, à s'exprimer, qui avait toujours envie de parler, mais les mots ne sortaient pas très bien. Et il a très méticuleusement colorié ce petit garçon en couleur arc-en-ciel. Alors, une étudiante qui est venue vers lui et dit « Tu sais qu'il existe un drapeau arc-en-ciel ?» Alors, on dit « Oulala, si dit à ce moment, on m'a pas un drapeau arc-en-ciel. » Voilà. Donc, mais spontanément, il nous a fait un petit garçon arc-en-ciel. Donc des actions semblables sont menées dans tous les pays partenaires, dans les bibliothèques, que ce soit donc à Forlì, à Veliko Tarnovo, alors là ils reçoivent beaucoup d'enfants, ou en Bosnie-Herzégovine aussi, voilà. Et donc nous avons aussi un partenariat avec, ah oui je ne l'ai pas mentionné, mais on travaille aussi avec la ville de Villetaneuse, avec le PRE de la ville qui nous envoie cette fois-ci mercredi après-midi des élèves de CP et CE1. Donc là on met en place un double partenariat, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur le projet Gbook, sur la sélection de livres pour faire de la lecture. Et donc la dernière chose, parce que je pense que là j'ai trop parlé, ce partenariat dont j'ai parlé avec le Game Lab pour créer des puzzles, nous l'avons aussi développé dans un projet que je vous invite à aller regarder qui s'appelle Ma recherche en 180 briques. Donc il s'agit en 180 secondes, sur le modèle, vous connaissez peut-être mon mémoire en 180 secondes, ma thèse en 180 secondes. Nous on fait ma recherche en 180 secondes et en Lego. Alors on ne compte pas les briques, je vous rassure tout de suite, parce que sinon on ne comprendra pas. Mais donc le projet est que les chercheurs, doctorants, chercheurs de Paris 13 ou d'ailleurs, viennent présenter, donc il y a des petites vidéos qui expliquent les projets qu'on mène, et notamment, donc moi j'ai fait Gbook en Lego. C'est très difficile, hein, les Lego, faut maîtriser. Hein. Puis alors parler du genre en Lego, des livres pour enfants, c'est un petit genre. Voilà, donc je vous ai mis le lien si vous voulez. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux. J'imagine qu'il y aura sûrement des questions. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions. J'avais une toute petite question. Je me demandais si vous travaillez aussi avec l'association des bibliothécaires de France, l'ABF, qui a un groupe qui s'appelle Legotech et qui travaille justement sur l'inclusivité dans la littérature jeunesse. Alors, pas encore, parce que, en fait, ce que je vous disais, c'est que finalement, on termine, on a l'air de terminer, mais en fait, on ne fait que commencer. C'est-à-dire que le temps qu'on travaille, qu'on mette tout ça en place, c'est là qu'on commence maintenant à réfléchir à tous les partenaires possibles. Là, le travail avec les classes, par exemple, c'est maintenant que l'inspection vient vers nous en disant « mais c'est pas mal votre truc », alors que ça fait 6 mois que je leur écris en disant « alors, ça m'intéresse ». Donc oui, après, voilà, une fois qu'on aura tout bien construit, on commence petit à petit à prendre des contacts. Donc c'est le groupe, ça s'appelle Legotech, ça va les passionner, ils ont un site internet. C'est à l'ABF. C'est un petit groupe de travail au sein de l'ABF. Bah, merci beaucoup. Ils sont vraiment hyper chouettes. Merci. Et par ailleurs, il y a un autre projet du même genre, mais qui est québécois, que vous connaissez probablement, qui s'appelle Kaléidoscope, qui est un projet qui avait été porté par la WAI de Québec d'ailleurs, et qui est aussi une biblio en ligne par âge, et qui a aussi d'autres critères que la seule question du genre. Et c'est vraiment, si après vous allez faire un site internet, je trouve qu'en termes de visibilité, lisibilité, ergonomie, c'est top. D'accord, merci beaucoup. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, notre bibliographie, quand je vous ai dit on s'est arrêté à 80 titres, on s'est arrêté provisoirement à 80 titres, et il est bien entendu, on essaie de continuer à alimenter, mais vous imaginez qu'à chaque fois, si on veut suivre notre logique, il faut toujours tout traduire et refaire le tour de tous les partenaires, donc ça prend beaucoup de temps. Mais l'idée, c'est de continuer. Peut-être si on arrive à candidater sur une autre campagne de l'Union européenne, d'étendre sur la lecture adolescente, par exemple, parce qu'on a mis de côté tous les romans ados, évidemment, il y en a beaucoup. D'associer d'autres pays, parce qu'il y a des pays où il y a des productions formidables. Par exemple, on n'a pas tellement pu prendre l'Allemagne parce qu'on n'avait pas de partenaire allemand. Et j'ai commencé à chercher, mais quand on n'a pas accès aux livres directement, puisque évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais en fait, chaque livre fait l'objet d'une lecture et d'un comité de lecture. Je ne dis pas, ah bah tiens, celui-là, je l'ai trouvé dans une liste, allez hop, on y va. Donc on les lit. Voilà, donc, oui, merci.
Alors, j'ai une petite question, moi, à Florence Faron, dans la charte que vous avez présentée au début. La deuxième, c'est donc ne pas vous engager à publier de textes s'il charrie des stéréotypes. Mais alors, comment est-ce que vous faites concrètement J'aperçois des stéréotypes, on ne peut pas travailler dessus ou c'est évincé? Est-ce qu'on peut travailler sur ces stéréotypes, les transformer, les faire évoluer, déplacer la bêtise des homophobes, etc. Alors, le travail d'éditeur, c'est ça. Le travail d'une maison d'édition, c'est ça, c'est d'étudier un manuscrit, de se projeter sur ce que peut devenir ce manuscrit une fois travaillé avec l'auteur ou l'autrice, illustré éventuellement et mis en forme. Donc dans le cas de Talent Haut, le choix des manuscrits se fait comme chez les autres éditeurs. On essaie de mettre en place un circuit de lecture qui permette de ne rien louper, mais de ne pas non plus passer notre temps à lire des choses qui ne sont pas pour nous, de répondre dans des délais raisonnables sans vexer personne, mais en même temps sans laisser la porte ouverte à des conversations infinies avec des auteurs frustrés. Tout ça, mais voilà, c'est pas spécifique à Talent Haut, mais il faut qu'on le fasse. Et s'y ajoute effectivement la détection des stéréotypes déjà dans le projet d'origine, qui se présente le plus souvent sous la forme d'un texte, mais parfois d'un texte déjà illustré. Déjà détecter les stéréotypes et pour répondre directement à la question, détecter aussi le potentiel de correction de ces stéréotypes. D'une part, parce que c'est pas parce qu'on laisse passer un stéréotype dans un projet, comme on peut en laisser passer nous tous et nous toutes dans une conversation, même dans un livre que je publie. Enfin, il peut en rester, c'est pas pour ça qu'il faut tout jeter. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc on peut se dire, bon bah ça c'est quand même rattrapable, si l'auteur ou l'autrice est d'accord pour corriger ce personnage secondaire complètement stéréotypé, tout le reste est tellement bien, ça vaut la peine. Donc ça on peut le travailler et les éditeurs ont pour habitude de travailler les manuscrits avec les auteurs et les autrices qui le leur proposent. Donc on le fait effectivement avec une difficulté de plus ou une exigence de plus qui est effectivement de travailler sur les représentations qui sont dans les manuscrits, que ce soit dans le texte ou dans les illustrations. Alors après pour les illustrations c'est un petit peu différent parce que la plupart du temps l'illustration est seconde, c'est-à-dire on part d'un projet écrit, d'un texte pour le faire illustrer et donc là on a beaucoup plus d'interaction possible avec l'illustrateur ou l'illustratrice, puisqu'on va lui dire ben voilà le texte à illustrer, comment tu imagines les personnages, fais-moi des crayonnés qu'on valide. Donc on travaille vraiment pas à pas. Alors qu'un texte qui nous arrive tout fini, on pourrait avoir tendance à dire c'est oui ou c'est non, même si c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est encore plus vrai quand on travaille sur des romans ados, parce que je profite de cette question. Toutes les études dont on a parlé et qui existent, toutes les recherches qui sont faites, et je dirais même toute l'attention, même des professionnels que vous êtes et que nous sommes, se porte sur la petite enfance. C'est certainement fondamental et fondateur et très important, évidemment, mais il ne faut pas oublier que la littérature pour les ados représente aussi une grosse part de l'offre éditoriale, qu'on peut quand même espérer que les ados ne soient pas complètement perdus pour la cause égalitaire et qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à faire aussi dans ce domaine-là pour étudier les représentations qui sont véhiculées dans cette littérature. Oui, j'ajoute d'autant plus que la littérature donc on appelle pour ados touche aussi ce qu'on appelle les jeunes adultes, même si le livre n'est pas un roman jeune adulte, et en particulier donc moi, les étudiants, à Paris 13, les étudiantes, dans le fonds livre trésor, une partie est empruntable et les romans pour ados sortent tout le temps. Il y a à côté, juste à côté, le rayon roman policier, personne ne les emprunte jamais, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien lire les polars, mais personne. En revanche, les romans ados, alors là, ok, oui, il y a des enjeux qui dépassent même l'adolescence et qui concernent tout le monde finalement. Bonjour, excusez-moi, je voudrais rebondir sur la question précédente par rapport à l'élimination un peu de ce stéréotype. Et est-ce que à vouloir retirer tous ces stéréotypes, le plus possible de stéréotypes, comme vous nous l'avez montré dans vos chiffres, est-ce que en recherchant cette égalité garçon-fille, vous ne basculeriez pas presque dans une autre inégalité, c'est-à-dire une majoration des filles, puisque dans vos chiffres, il y a beaucoup plus de livres qui touchent et qui parlent des filles, et les garçons, du coup, sont minoritaires. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque, justement, d'une nouvelle inégalité ? C'est pour moi la question. Oui.
Alors, j'ai sûrement été un peu vite dans mes présentations parce que le format de cette présentation était resserré et puis je voulais vous parler de beaucoup de choses. Donc, j'ai donné plusieurs types de chiffres. Alors, je ne sais pas exactement auxquels vous faites allusion. Il y avait des chiffres qui correspondaient aux études qui ont été menées notamment par Sylvie Cromer, dont on a parlé tout à l'heure, et qui parlaient du corpus des listes de littérature de l'éducation nationale. Voilà. Et j'ai essayé de mettre en parallèle le catalogue de Talent Haut. Donc c'est à ça que vous faites allusion. Ce que je vous ai dit aussi, c'est que c'était ex post. C'est-à-dire que moi, je suis éditrice. Je reçois des manuscrits, des projets. Je les juge d'abord en tant qu'éditrice. Et seulement après, en tant qu'éditrice engagée, et personne engagée, à l'aune de mes convictions et de ce que j'ai envie de véhiculer dans les livres que je propose aux jeunes. Mais c'est ex post. Si je m'étais aperçue que je n'avais que des filles en couverture, j'aurais pas corrigé le livre, et inversement non plus. J'aurais peut-être corrigé un peu ma pratique, mais c'est pas une volonté délibérée. Ce que je voulais juste montrer, c'est que, au vu de toutes les études que j'ai lues, je me suis moi-même posé la question. Exactement, on a parlé du test de Bechdel ce matin. Il n'est pas question que, je pense, que les producteurs de cinéma se disent je vais faire que des films. Alors, est-ce que j'ai 2 filles? Oui. Alors, est-ce qu'elles se parlent? Oui. Est-ce qu'elles se parlent d'autre chose d'un mec? Non. Bon, je ne vais pas faire ça non plus. Simplement, c'est une attention, c'est une vigilance aux discriminations, parce que je pars du principe, et je l'ai dit à plusieurs reprises, que nous sommes toutes et tous empreintes de stéréotypes. On ne peut pas y échapper. On est dans ce bain du patriarcat. L'expression a été employée. Donc, de temps en temps, il faut se regarder dans la glace, y compris nous. Je ne peux pas, entre guillemets, faire la morale aux autres éditeurs si je m'aperçois que je me présente dans les sélections des prix littéraires que des femmes, ou que je donne des plus gros avaloirs aux mecs parce qu'ils savent mieux négocier. Or, ce n'était pas exclu. Voilà, c'est surtout ça que j'ai voulu faire, mais on ne vit pas au quotidien avec des camemberts comme ça. C'est pas une question, c'est pour compléter. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il ne s'agit pas d'obtenir une parité au sein d'un livre. Ça serait complètement ridicule de dire je ne lis pas ce livre parce qu'il n'y a que 2 femmes dans ce livre ou 2 petites filles, etc. L'idée, c'est que en tant qu'enseignante ou en tant que bibliothécaire, on constitue un corpus. Et l'idée, c'est qu'au sein de ce corpus qu'on va proposer de lecture, c'est qu'on puisse avoir des modèles diversifiés de personnages. C'est ça. Et je crois qu'il faut bien faire attention. Ces études ne visent pas à dire attention, là, dans le livre, il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, parce que souvent nos études sont, je dis non parce qu'on est plusieurs à travailler évidemment sur ce thème, sont caricaturées de cette manière-là. Non, nous on envisage la question de l'ensemble des corpus. Donc ça ne pose pas de problème, effectivement, d'offrir à un enfant un livre où il n'y a que des hommes, mais il faudra veiller, effectivement, que dans l'ensemble de la bibliothèque, et les enfants lisent quand même beaucoup de livres, on ait des modèles diversifiés. D'autres questions? Moi, j'aimerais reprendre en guise de dernière question, si je coupe la parole de la personne, sur la question des contre-stéréotypes. Parce qu'il reste cette question que je pensais allait émerger. Quand on se bat et quand on essaye de prendre le discours contraire ou inverse, dans quoi est-ce qu'on rentre? Est-ce qu'on rentre dans quelque chose... Enfin voilà, j'aimerais poser la question de manière très, très ouverte et très générale aux 2 chercheuses et éditrices qui sont... Qu'est-ce que c'est un contre-stéréotype? C'est un stéréotype. Ouais. Et alors comment est-ce qu'on potentiellement, parce que moi je vois des étudiants qui s'appuient sur des ouvrages contre-stéréotypés en essayant d'en faire des instruments justement de combat contre les stéréotypes et qui se retrouvent dans des échanges de classe exactement face à des problèmes qui sont insolubles. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qu'on peut... Alors oui, non, moi j'ai du mal avec contre-stéréotype parce que oui, c'est du stéréotype. Tu veux dire un stéréotype renversé, c'est-à-dire le piège de la bonne intention. C'est un peu ça, c'est-à-dire oui, finalement on fabrique un nouveau stéréotype. Oui. Moi je voudrais juste la question en fait pour moi qui est sous-jacente, c'est pas la question forcément du contre-stéréotype mais d'une nouvelle injonction finalement pour la fille. On est une fille qui a de l'importance dans la société si on se dépasse encore une fois. Donc allez, il faut qu'on aille sur la lune, allez, il faut qu'on ait le prix Nobel. Enfin, on peut pas et ça pose quand même des questions parce que finalement on est toujours
la fille va toujours faire toujours plus pour juste être. Oui, c'est juste, mais je crois que c'est pas simplement, il ne s'agit pas simplement des filles ou d'une identification de filles, c'est aussi quel modèle féminin on propose à l'ensemble des enfants, quel que soit leur sexe, quel que soit les CSP des parents, quel que soit leur pays. Alors après, nous, on a été très vigilants justement dans la sélection à se dire que si c'est pour remplacer, comme on disait ce matin, un stéréotype par un autre, on n'a pas retenu ces livres-là. Après, j'essaie de trouver des exemples. Je ne sais pas si je vais répondre aussi. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Du point de vue éditorial, il y a effectivement dans la production, on va dire, qui se veut non stéréotypée, il y a beaucoup d'héroïnes intrépides, courageuses, etc. Je pense qu'il en faut, on en a tellement manqué, allons-y. Mais c'est vrai que notamment cette année et l'année dernière, après le mouvement MeToo et tout ce qui s'en est suivi, il y a quand même une forte prise de conscience assez générale dans la société et même dans le monde. On a vu émerger pléthore de biographies de femmes exceptionnelles. Et moi j'aime beaucoup les femmes exceptionnelles et je trouve que c'est bien de montrer des modèles de femmes exceptionnelles aux garçons et aux filles d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a le risque de dire si tu n'es pas exceptionnel, tu n'as aucune chance de sortir du lot. Et là aussi, on parlait de diversité des possibles et des modèles. Ce qui me gêne actuellement, c'est que sur les tables des librairies jeunesse, et sans doute des bibliothèques aussi, la place est prise par 36 000 Frida Kahlo et 40 000 Lucie Aubrac, voilà, et Marie Curie. Voilà, donc, on a ça partout, c'est super. Hein, mais on en viendrait presque à dire, elles étaient 10 dans le monde, ou 100 dans le monde finalement. Et c'est complètement bloquant pour une petite fille de se dire, moi je ne serai jamais Marie Curie, je ne serai jamais Frida Kahlo, je ne serai jamais Lucie Aubrac, tant mieux s'il n'y a pas la guerre, enfin quand même. Et effectivement, il y a ce risque-là. Mais ce risque-là, ce n'est pas un risque ni idéologique, ni éditorial, c'est un risque commercial. Parce que c'est uniquement une instrumentalisation du mouvement MeToo et une utilisation commerciale par un certain nombre de producteurs de livres, parce que, voilà, et c'est ça que je regrette, parce qu'effectivement, en soi, moi je suis ravie d'avoir des biographies de femmes exceptionnelles, il n'y a pas de problème. C'est le nombre et surtout l'uniformité qui empêche une variété de représentations, encore une fois. En même temps, par rapport à ce qu'on a vu sur les manuels scolaires, là, on a du coup presque un paradoxe à se dire que finalement on en a trop. Moi, j'ai envie de dire que vu qu'on n'en a pas dans les manuels scolaires, c'est peut-être bien que les enfants sachent qui est Marie Curie, qu'on appelle même, j'arrive pas à le prononcer en polonais, je suis désolée, mais maintenant le programme de recherche a remis son nom polonais. J'ai honte, je ne sais pas le prononcer. Que les enfants sachent qui est Frida Kahlo, sachent l'identifier immédiatement. Enfin, moi je trouve que c'est bien en fait. Alors peut-être qu'il y en a trop, peut-être que c'est du marketing. Oui, mais bon, comme ça les enfants le sachent, alors qu'avant il n'y avait pas. Donc, alors je sais pas. Après, tu parlais des solutions. Ce matin, j'étais très très heureuse que Delphine Campagnol mentionne Zora Larousse. Parce que en fait, Die Rote Zora, si vous n'avez pas, je pense que sur YouTube on doit pouvoir retrouver le feuilleton, mais surtout c'est un roman allemand. Alors là, je parle du point de vue européen, mais c'est un roman allemand écrit en 1941-42 en pleine guerre par un auteur communiste allemand en exil en Suisse qui raconte l'histoire d'une fille en Croatie. Voilà, et ensuite ça a donné lieu à un feuilleton qui a été rediffusé dans toute l'Europe. C'est un livre qui a été traduit en français, qui n'est plus disponible. Alors voilà. J'ai une éditrice à côté de moi. Si vous voulez le retraduire ou rééditer, c'était édité à l'école, alors chez Alsacia dans les années 50, puis à l'école des loisirs au début des années 80. Je crois qu'il n'est pas réédité. Alors on a réédité Quand Hitler s'empara du lapin rose de Judith Kerr, j'ai vu. Mais moi je voudrais bien qu'on réédite Zora Larousse, qui est une fille exceptionnelle, mais qui est une orpheline et qui est une chef de bande, mais qui prétend à la liberté et pas un destin exceptionnel plus que ça. Donc allez lire et faites lire Zora Larousse. Moi c'est ce que je vous conseille aujourd'hui. Merci beaucoup. On va faire une petite pause très courte de 10 minutes.